Donc moi je suis Guillaume Prieur, du coup je suis kinésithérapeute à l'hôpital du Havre. Et donc du coup je vais présenter la première partie sur la cardio-respi quand on n'est pas expert. Donc la commande ça a été de vous parler un petit peu des red flags. L'idée c'est pas forcément de faire un truc hyper physiologique, hyper complexe, on va parler de choses assez simples, hein, vous allez voir. Voilà, alors on va commencer par parler de la pédiatrie. Donc, vous recevez un enfant pour de la kiné respiratoire, cet enfant a une bronchiolite. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites quand vous le recevez? Alors n'hésitez pas. Ouais. On observe les signes de détresse respiratoire. On regarde les signes de détresse respiratoire. Alors on va regarder ces fameux signes de détresse respiratoire ensemble. Et ben voilà les signes de détresse respiratoire. Alors je ne sais pas si vous voyez là. On ne voit pas grand chose. Ouais, ça tire de ouf là. Hein, ça tire à fond. Au niveau des tirages accessoires. Et puis là il y a un bon balancement thoraco-abdominal. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on quantifie la gravité de ça? Est-ce qu'il existe un score? Est-ce qu'il existe Le score de Silverman. le score de Silverman? Ok. Bon après, ouais, ok. C'est pas celui que j'ai mis. Mais il y en a un autre souvent qui est utilisé. Le score de... Commence par un W. Score de Wang. C'est pas grave. C'est le score de Wang, en fait, qui est beaucoup utilisé dans la littérature, souvent. Alors, on va essayer de quantifier, du coup, cette gravité. La gravité, elle peut être quantifiée. Alors là, c'est pas tout de suite le score de Wang, ça, c'est ce qui est proposé par la HS. Hein. Vous voyez, la gravité, ça peut être classé de léger, de modéré et de grave. Donc là, au niveau de l'état clinique, est-ce que c'est léger? Non. Donc là, le patient va plutôt bien. Grave, bon bah forcément l'état clinique est altéré. La fréquence respiratoire, si c'est inférieur à 60 cycles par minute, donc c'est plutôt léger. Entre 60 et 69, c'est plutôt modéré. Et au-dessus de 70, du coup, c'est plutôt sévère. Bon, on va pas redétailler tout le tableau, mais qu'est-ce qui vous manque là, du coup, pour essayer de classer votre patient s'il est léger, modéré ou grave? Il vous manque quelque chose pour monitorer. Comment vous faites la fréquence respiratoire? Comment? On la compte sur une minute. On la compte sur une minute. Comment vous faites pour la fréquence cardiaque? On prend le pouls manuellement ou au scope. Ouais, vous allez vous galérer là si vous le faites manuellement. Effectivement, il nous manque un truc et il manque un scope. Et donc on va regarder le scope. Et qu'est-ce que le scope il nous dit? Vous voyez le chiffre là, la variation de la saturation? Là on est à 97. Vous avez vu, on est à 30 de fréquence respiratoire. Ça chute et la fréquence respiratoire elle augmente. Ça dure quelques secondes, n'en faites pas, ça ne dure pas plus d'une minute. Hein. Vous voyez la variation des chiffres? Donc si je vous demande à quelle saturation vous allez relever et quelle fréquence respiratoire vous allez relever, comment vous faites? Comment? On peut prendre les écarts. Alors on va prendre les écarts. On va faire ce que tu dis. Donc les écarts, la saturation elle va de 93 à 97%. La fréquence respiratoire, elle va de 29 à 54 cycles par minute. La fréquence cardiaque, elle va de 162 à 175. On retient ça? Donc qu'est-ce que ça nous donne si on prend les écarts? C'est-à-dire que votre patient au niveau de la saturation, il est léger. C'est-à-dire qu'au niveau de la fréquence respiratoire, il est toujours léger. C'est-à-dire qu'au niveau de la fréquence cardiaque, il est toujours léger. Et ça veut dire qu'au niveau, par contre, de l'utilisation des muscles accessoires, là, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, il tire à fond, là, il est grave. Comment on fait, du coup, pour classer votre patient? Il est léger, modéré ou grave, du coup? Grave, il y en a qui disent grave, qui dit léger. Personne qui dit léger? Tout le monde dit grave. Parce que attention, hein, ça change complètement la prise en charge, hein, qu'il soit léger ou grave. Je vais vous montrer tout à l'heure l'algorithme de la HS.
Et le truc, là où je voudrais attirer aussi votre attention, c'est s'il pleure. Comment vous faites du coup pour quantifier quoi que ce soit s'il pleure? Parce que s'il pleure, vous allez forcément entendre des bruits auscultatoires. Enfin, ça va être plutôt les bruits auscultatoires, ils vont être, comment dire, ils vont être bâclés par rapport aux pleurs, d'accord? Ou alors sinon, vous allez avoir des bruits auscultatoires qui vont être exagérés. S'il pleure, vous allez forcément avoir des tirages. S'il pleure, peut-être qu'il va balancer plus. Alors que du coup, s'il dort, l'enfant, en fait, peut-être qu'il ira beaucoup mieux au niveau clinique. En fait, là où j'essaie d'attirer votre attention, c'est que c'est pas toujours évident de classer du coup un enfant dans une case ou une autre par rapport à des signes de sévérité clinique. En fait, en fonction de comment il est, s'il dort, s'il crie, s'il est calme, vos signes ils vont complètement, mais complètement changer. Et c'est un vrai problème. Si vous regardez la classification de la HS, vous ne faites pas du tout la même chose entre une forme légère, donc c'est-à-dire que vous allez juste apprendre aux parents, par exemple comment on lave un nez, les signes de gravité, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Une forme modérée, vous voyez, du coup ça peut amener une hospitalisation dans certains cas. Et la forme grave, ça amène toujours une hospitalisation. Donc finalement, avec ces simples critères cliniques qui sont proposés par la HS, la prise en charge elle peut complètement varier. Alors ça veut dire qu'il nous manque quelque chose en fait, pour vraiment savoir ce qu'on va faire à cet enfant. Qu'est-ce que c'est? Autre que la sévérité clinique. Comment il mange? Comment? Est-ce qu'il mange? Alors j'ai pas entendu. Comment il s'alimente? Comment il s'alimente? Exactement. Il nous manque quelque chose, c'est l'alimentation. Alors vous voyez que l'alimentation, on s'en intéresse pas trop si c'est une forme légère. C'est-à-dire que si globalement votre enfant il tire pas, il a une très bonne saturation, tout va bien, en fait il y a de grandes chances qu'il s'alimente bien. Donc c'est pas là où on va vraiment regarder du coup l'alimentation, mais c'est plutôt quand on a des doutes sur une forme modérée. Votre enfant il commence à pas aller très très bien, et effectivement qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une diminution de 50% de l'alimentation. Et là ça change tout. Si votre enfant il mange plus de 50% de ses apports habituels, il n'y a pas de problème. Si votre enfant par contre il mange moins de 50% de ce qu'il prend d'habitude, là c'est un critère d'hospitalisation. Ok? Donc en fait quand vous avez des doutes, est-ce qu'il a une forme légère, est-ce qu'il a une forme modérée ou est-ce qu'il a une forme grave, la chose qu'il faut retenir, c'est ce qu'il mange. Hein? Un enfant, il y a 3 critères, c'est très facile pour être pédiatre. Hein? Pipi, miam miam, popo. Ok? Donc est-ce qu'il mange? Oui, tout va bien. Il ne mange pas, peut-être que ça, c'est un critère d'hospitalisation. Donc votre enfant, il tire. Donc ça, c'est plutôt un signe de forme grave. Bon, on voit qu'il désature un peu, mais bon, ça va, on ne s'alerte pas. On n'est pas en dessous de 92% de saturation. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? Il est dans votre cabinet, qu'est-ce que vous en faites? Il mange, hein. Donc vous n'allez pas l'hospitaliser. Vous avez vu qu'il tire. Ok. Globalement, les autres critères sont plutôt bien. Quelle est la dernière chose que vous pouvez faire? Vous avez analysé l'état clinique, vous avez questionné sur l'alimentation. Donc vous allez ausculter, tout à fait. Et donc on va ausculter. On va ausculter. Ah mince, j'ai un petit problème là. Ah bah ça n'a pas marché. Alors on va passer directement à la déco. Je suis désolé, j'ai un problème avec mon petit lien. Faut que je retrouve la diapo. Voilà. Ah, petit dysfonctionnement. Donc on va ausculter. Et qu'est-ce qu'on entend? Des crépitants. Qu'est-ce qu'on fait? N'ayez pas peur, hein. Personne ne va dire de bêtises. Oui? En fonction si c'est plutôt sur l'inspiration ou l'expiration, on va adapter nos techniques. Ok, ça veut dire que si c'est sur l'inspiration, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi en fait? Il y a des crépitants inspiratoires. Les échanges gazeux sont moins bons. Ok?
Alors pourquoi? Parce que du coup, les alvéoles, on se dit qu'il y a probablement soit une infection ou quelque chose qui va ensuite faire que les décomposer dans le cerveau. Ok. C'était quoi ton hypothèse? Comment? Pas grand-chose. Ok. Alors en fait, souvent on a l'habitude de dire que quand on entend des crépitants à l'inspiration... Ah mince, ça a passé tout sur la diapo. On dit souvent que quand on entend des crépitants inspiratoires, c'est que c'est plutôt en fait une atteinte du parenchyme pulmonaire. Hein, ça veut dire que là il y a du liquide inflammatoire qui envahit les alvéoles. Et en fait, quand vous inspirez, ça fait comme une ouverture cyclique de millions d'alvéoles, enfin de milliers plutôt. Et donc ça crée en fait cette espèce de bruit crépitant. Okay, quand c'est expiratoire, souvent, on dit que ça va plutôt être de l'encombrement bronchique. Okay, là, c'était très audible. Hein. Souvent, ça veut dire qu'il y a un petit encombrement au niveau des voies aériennes supérieures. Vous m'entendez de façon... En fait, on n'a pas forcément besoin du stéthoscope pour entendre les crépitants. Quand on n'a pas besoin du stéthoscope pour entendre les crépitants, souvent, c'est de l'encombrement laryngé. Donc, ça veut dire que s'il y a un petit encombrement, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Exactement, lavage de nez. Eh oui. En fait, il ne faut jamais se fier à une auscultation chez un enfant si vous n'avez pas d'abord fait le lavage de nez. C'est d'ailleurs ce que dit la Haute Autorité de Santé. Ça, c'est un des critères dans la dernière... C'est un des critères, du coup, dans les dernières recommandations. C'est il faut faire l'évaluation clinique de l'enfant après avoir fait un lavage de nez. Parce que des fois, votre enfant, s'il est juste pris au niveau des voies aériennes supérieures, il peut se mettre à tirer, il peut ne pas être bien cliniquement. Et finalement, une fois que vous lui faites le lavage de nez, tout va mieux. Ok? Donc il n'y a pas besoin de faire du presse-citron, c'est-à-dire du désencombrement bronchique, si votre enfant va mieux après un lavage de nez. Ok? Et c'est exactement ce qui se passe là. On lui fait son petit lavage de nez, et là, tout va bien à l'auscultation. On entend ce qu'on appelle murmure vésiculaire. Le murmure vésiculaire, ça veut dire que c'est le débit de l'air dans les voies aériennes qu'on entend. Tout se passe bien, il n'y a plus de crépitant, ça a disparu. Qu'est-ce que je fais pour mon lavage de nez? Je mets quoi? Une seringue de 5, de 10, de 15, de 20, de 50, 250 millilitres? Comment? 5 ou 10? Qui dit mieux? Non, vous êtes tous d'accord avec 5 ou 10? Qu'est-ce que vous avez vu en stage? Qui a déjà fait une prise en charge de bronchiolite là en stage? Ouais? Il faisait quoi du coup dans votre stage? Une petite pipette, du coup un 5 millilitres, ok? Donc vous faisiez plusieurs fois jusqu'à... Ouais? C'était 2 pipettes de sang. 2 pipettes. Oui? Une pipette de narine. Une pipette dans chaque narine. Ok? Ça marche. Et ben en fait on s'en fout. Mettez du sérum fille, ok? Peu importe que ce soit 5, 10, 15, 20. Alors les puristes vont vous dire ce qu'il faut, c'est du grand volume, de la basse pression. En fait, il n'y a pas de définition, qu'est-ce que c'est que du grand volume, hein? Et finalement, le nez, quoi que vous fassiez, vous mettez 5, 10, 15, 20, 25, 50, 250 millilitres. Dans 30 minutes, il sera de nouveau encombré. Hein. Donc voilà, après c'est des guerres de chapelle. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il faut vraiment faire. De toute façon, il n'y a pas de grandes preuves finalement qui justifient telle pratique par rapport à telle pratique. Donc faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez sous la main. Mais en tout cas, lavez le nez. Ok? C'est aussi simple que ça. Vous avez vu, la respi, c'est facile. Et donc voilà. Et bien finalement, avec notre enfant, on a fini. On a regardé les signes de sévérité. Globalement, on voit qu'il tire. Mais les autres cliniques ne sont pas alarmants. On a questionné sur l'alimentation. Il mange plus de 50%. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Il crépite à l'auscultation. On a fait un lavage de nez. Et tout va bien après. Pas besoin de faire autre chose avec votre enfant. Ça roule? Attention, dans la bronchiolite, le désencombrement,
Comme les antibiotiques, c'est pas systématique. Hein. Il faut savoir que là, sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qu'est-ce qu'ils disent globalement? Qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve en fait, de l'efficacité du désencombrement bronchique en soi. Donc ce qu'ils recommandent, c'est la surveillance clinique, l'éducation aux parents, notamment sur le lavage de nez. Et peut-être que le lavage de nez fait 98% du travail. Et donc n'hésitez pas à prendre du temps à faire du lavage de nez et à faire du triage. Est-ce que le patient il doit être hospitalisé? Est-ce que le patient il peut retourner à la maison? Des questions? Ça va? Donc il faut un scope chez soi? Dans son cabinet? Oh. C'est une bonne question ça. Alors, si vous avez vraiment envie du coup de monitorer votre patient et essayer de le rentrer dans des cases, bien évidemment, il va vous falloir le scope. Mais en toute objectivité, je pense que l'alimentation, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que de toute façon, un patient qui ne va pas bien, il ne va pas s'alimenter. Donc en fait, les chiffres ne vont pas vous apporter grand-chose finalement. S'il ne mange pas, il faut s'alerter. S'il mange, tout va bien. Ok? Maintenant, on prend un patient BPCO. Alors ça, c'est un cas clinique un petit peu plus court. Hein, pour du rentraînement à l'effort. Pour vous rappeler, la BPCO, c'est une inflammation des voies aériennes supérieures, des voies aériennes inférieures, pardon, des bronches. Donc vous avez un épaississement de la paroi bronchique et donc l'air, il a du mal à passer. Donc ça, c'est la première chose, c'est le côté un petit peu bronchitique. Et vous avez le côté emphysème. Le côté emphysème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, on a des alvéoles qui sont séparées entre elles par des petits septums. Et du coup, dans la BPCO, ces petits septums, ils sont cassés, ils n'existent plus, ce qui fait un territoire un peu distendu. Là, donc c'est ça l'emphysème, vous voyez, ça fait des espèces de gros trous en fait dans le poumon. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez là ou pas? Non? Bon, ça fait des gros trous dans le poumon, ça fait des espèces de grosses bulles où il y a de l'air dedans qui est piégé, qui ne sert à rien. D'accord? Il ne participe plus aux échanges gazeux. C'est ce qu'on appelle de l'espace mort. Au niveau musculaire, on a plein d'interactions du coup. C'est-à-dire que le patient, comme il est soufflé, il fait de moins en moins d'efforts. Hein. Il a souvent des expériences qui le conduisent à diminuer ses activités de la vie de tous les jours parce que du coup ces expériences fait que il était tellement essoufflé. Une fois il a été faire ses courses et comme il a été faire ses courses, il ne s'est pas senti bien. En plein milieu du supermarché, il n'y avait pas de banc, il y avait du monde qui s'inquiétait autour de lui, donc il était de plus en plus anxieux. Voilà, c'est la catastrophe. Donc il a décidé de ne plus aller faire ses courses. Donc voilà, ça c'est une anecdote, mais en fait toute sa vie finalement va s'organiser par rapport à son essoufflement et comme il ne fait plus rien, ses muscles forcément perdent en endurance. Et donc les fibres endurantes vont disparaître, il va perdre aussi en force musculaire et il va y avoir une dysfonction mitochondriale. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est réentraîner à l'effort ce patient. Donc là, vous allez le réentraîner à l'effort parce que vous faites très bien les choses. Et vous voyez ici que le patient à l'effort, il désature. Est-ce que c'est grave? Donc là, vous avez 86% de ça. C'est quoi la norme de la saturation? Comment? En dessous de 86? Ah, vous êtes carrément calé, hein? Ouais, souvent la norme c'est 88, 80, 92. Et donc là, il désature, pas au repos, mais à l'effort. On s'alerte ou pas? Non, ça dépend du temps qu'il remet derrière pour récupérer. Ça dépend du temps qu'il remet pour récupérer. C'est bien, hein? Franchement, j'aurais fait ce topo-là il y a quelques années, les gens se disaient « Ah là, la vache, il désature et tout, à l'effort, c'est catastrophique. » Effectivement, en fait, c'est pas si grave que ça. Il y a une étude dans New England Journal of Medicine, donc là, c'est le top niveau de la revue médicale, qui est sorti en 2016. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris des patients qui avaient plutôt une bonne saturation au repos, donc au-dessus de 92, mais par contre à l'effort ils désaturaient. Et donc ils les ont partagés en deux groupes. Un groupe oxygène et un groupe on fait rien. Et on les suit sur 6 ans. Et on regarde globalement si les gens qui ont eu de l'oxygène survivent plus ou pas. On parle à l'effort, hein, on ne parle pas au repos. Hein, les gens qui désaturent seulement à l'effort. Hein. D'accord? Vous voyez, ça c'est voilà. La courbe de survie sur 6 ans. Il n'y a pas du tout de différence. Donc ça veut dire que mettre de l'oxygène à l'effort à un patient qui désature,
L'idée, en fait, c'est juste de lui donner un petit moyen de dopage, en fait, pour qu'il soit un peu moins essoufflé. Et encore, il n'y a qu'un tiers des patients qui sont vraiment répondeurs à l'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers des patients, finalement, chez qui ça ne change rien de corriger cette hypoxie d'effort. Mais en tout cas, sur la survie, ça ne change rien. Donc, il ne va pas faire un arrêt cardiaque dans votre cabinet, vous en faites pas. Ok? Donc, si vous avez un patient qui désature à l'effort dans votre cabinet, eh ben, n'arrêtez pas forcément l'effort. Il peut continuer. D'accord? Alors, il y a quand même un seuil minimal à respecter. Hein? Il faut arrêter l'effort s'il descend en dessous de 80% quand même. Ok? Jusqu'à 80%, c'est pas grave. Alors après, maintenant, si ça vous fait peur, parce que les chiffres, ça fait toujours peur, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire du fractionné. Donc en fait, il fait 1 minute d'effort et 1 minute de récupération. Comme ça, globalement, il ne va pas trop désaturer du coup sur la séance. Ou vous pouvez diminuer un peu l'intensité. C'est pas grave, parce que dans la BPCO, même le réentraînement à basse intensité est efficace. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire pédaler comme un porc pour que ça marche. Même de l'entraînement à basse intensité, ça marche très bien. Et Oui, si des satures au repos, c'est exactement ma diapo là. Et imagine par contre des satures au repos. Est-ce que là, il faut s'inquiéter? Comment? Oui? Qui s'inquiète là? Levez la main. Exactement. Là, s'il a d'habitude une bonne saturation au repos, mais par contre il est super essoufflé, il va pas bien, il est en sueur, et là il n'arrive pas à pédaler sur le vélo, c'est pas comme d'habitude. Vous sentez qu'il y a un truc de louche. Et bien là, vous sortez votre saturomètre et vous le prenez, et là vous voyez que il a une saturation beaucoup plus basse que d'habitude. Et là, on s'inquiète effectivement. Là, on s'inquiète parce que ça veut dire que peut-être que votre patient, il est en exacerbation. Et donc, s'il est en exacerbation, il faut surveiller certains signes cliniques. Alors, est-ce qu'il est un petit peu plus essoufflé au lever? Est-ce qu'il est essoufflé sur des activités de la vie de tous les jours, le bricolage et autres? Donc, si c'est non, ça veut dire que tout va bien. Il continue en fait son syndicorde, son spiriva, enfin ses traitements habituels. Si par contre, il est plus essoufflé dès le lever, là c'est un petit peu le cas du patient, hein, il est essoufflé à l'habillage, il commence à tousser, à avoir des crachats abondants, jaunes, il a plus envie de manger, il a juste envie de rester au lit, il est venu vous voir parce qu'il vous aime bien et qu'il n'avait pas envie d'annuler du coup sa séance. Alors là, il faut qu'il prenne du coup un petit peu plus de traitement, il peut augmenter ses bronchodilatateurs, mais il faut surtout qu'il aille consulter du coup son médecin. Donc s'il désature alors que d'habitude il n'a pas cette désaturation au repos, dites-lui de consulter son médecin. Par contre, là, au niveau de la parole, du sommeil, de l'alimentation, il ne mange plus du tout, comme l'enfant. Il devient complètement agité, il devient complètement confus, somnolent et autres. Là, c'est le salut tout de suite. D'accord, hein? Peut-être que ça veut dire qu'il est en acidose, en décompensation respiratoire. C'est le salut, il faut qu'il soit pris en charge tout de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan d'action. D'accord? Un plan d'action, c'est une petite fiche que vous pouvez remplir avec le patient pour qu'il puisse surveiller ses signes cliniques et en fait éviter des retards de prise en charge. Donc l'idée c'est que voilà, quand il va pas bien, parce que souvent quand on va pas bien, on panique, on sait plus quoi faire, des fois on est un peu irrationnel. Donc là l'idée c'est d'éviter qu'il soit irrationnel. S'il va pas bien, il regarde sa fiche, il fait ah ouais, je suis là, ok, ça c'est la conduite à tenir, point. Ok? Ça marche? Voilà. C'est les principaux red flags dans l'insuffisance respiratoire. Vous êtes presque expert. Il y a une dernière chose à voir, c'est le poids chez un insuffisant respiratoire. Le poids. C'est quoi le pire? Être trop maigre ou trop gros dans un insuffisant respiratoire? Trop maigre. Vous êtes tous calés, hein? C'est fou ça. Hein? Eh ouais, être trop maigre. C'est quoi la norme d'ailleurs de l'IMC dans la BPCO? Là j'ai eu 18. 16, là-bas? Combien? 21. Exactement, c'est 21. Un patient qui a un IMC inférieur à 21, il faut que ça vous alerte. D'accord? Ça veut dire qu'il est peut-être dénutri, ce patient. Il faut faire attention. Alors bien sûr, s'il a un IMC en dessous de 21, lui dites pas forcément de bouffer à fond,
vérifier s'il a toujours été maigre ou pas. Hein, parce qu'il y a des patients, morphologiquement parlant, ils auront toujours un IMC en dessous de 21. Ils pourront bouffer des McDo matin, midi et soir, ils resteront avec un IMC inférieur à 21. Donc si on commence à faire culpabiliser le patient parce qu'il ne prend pas du poids alors qu'en fait physiologiquement parlant il est comme ça, bien évidemment là ça ne va pas. Mais pour le patient qui a une constitution qui rentre plus dans la moyenne globale de la population, lui il faut s'inquiéter, d'accord? En dessous de 21, il faut lui demander est-ce que vous avez perdu du poids ces derniers temps? Et puis du coup, est-ce que ça va au niveau de l'alimentation? Alors attention, parce que faut aller un peu plus loin dans les questions, parce que si vous dites est-ce que vous mangez bien, souvent les patients qu'est-ce qu'ils répondent? Ah oui, oui, je mange bien. Ok. Là, il faut dire, ouais, mais qu'est-ce que vous appelez bien manger? Est-ce que vous mangez matin, midi et soir? Et là, souvent, ce qu'ils vous disent, ah bah c'est vrai que le matin, je mange pas, et le soir, généralement, c'est une petite soupe. En fait, je mange que le midi. Ah ouais, et là, vous voyez, on passe de je mange bien à je mange que le midi. Donc, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans votre investigation. Hein. Donc, effectivement, vous voyez, la courbe rouge, c'est le patient qui a un IMC inférieur à 21,5. Et là, la courbe verte et la courbe bleue, c'est au-dessus de 29 ou 25. Donc celui en fait qui est en surpoids, il survit plus que celui qui est trop maigre. Vous voyez, hein, ça c'est le taux de survie. Hein. À 2000 jours de suivi en fait de ces patients-là, il y a moins de personnes qui ont survécu que là. Ok. Donc il faut surveiller ce poids. C'est le paradoxe de l'insuffisance respiratoire finalement. Plus il a de poids, mieux c'est. Bon, jusqu'à une certaine limite hein, quand même. Hein. Quand on arrive au-dessus de 35, ça apporte plus de bénéfices, hein, on est d'accord. Hein. Même au-dessus de 30, c'est jusqu'à 30 que ça marche. Hein. Après, bien évidemment, plus vous êtes obèse, plus ça va jouer sur la respiration. Hein. Et voilà. Des questions? Vous avez tout compris? Vous voyez, l'alimentation c'est important. Hein. D'accord? Et le presse-citron, c'est pas systématique. Les bénévoles. T'as remarqué que j'ai pas dépassé, hein? Ouais, mais ça je pensais que c'est pas où elle a dépassé. Bon, j'espère être aussi bon que mon collègue. Il a quand même été excellent. Donc moi j'avais quand même changé le titre, donc j'ai dit la cardiologie quand on n'est pas encore un expert, parce que a priori si vous êtes ici c'est que vous avez quand même envie d'en savoir un peu plus sur la cardio. Et vous allez voir que finalement, tout ce que Guillaume a raconté, eh bien c'est pareil en cardio. Ça paraît aussi simple que ça, mais on va commencer. Donc on va faire des rappels physiologiques. Et on va surtout parler des red flags parce que ça fait peur en cardiologie. Hein. Les red flags, attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait un patient qui fasse un arrêt cardiaque dans votre cabinet. Ça, c'est la hantise de tous les kinés. Et donc, fatalement, on va essayer de tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas d'arrêt cardiaque. Mais ça peut arriver, que le patient soit cardiaque ou pas. C'est comme ça, les soins. Vous avez des risques d'avoir des patients qui fassent des arrêts chez vous. Je vais m'adresser surtout à la prise en charge en libéral. Comme Guillaume l'a fait, l'important, c'est d'être dans votre cabinet, de recevoir un patient cardiaque et de se dire ok, qu'est-ce que j'en fais? Alors la première chose c'est de reprendre les guidelines européens. Donc vous savez tous que les guidelines sont classés en catégorie 1, donc c'est la classe de recommandation, donc ça veut dire que c'est indiqué, il faut le faire. Et après il y a un niveau d'évidence A, B ou C, avec le niveau A c'est le niveau le plus important. Donc c'est vraiment ce que les cardiologues ici, vu que je parle des recommandations en cardiologie, vont nous donner. Donc c'est une classe 1A, c'est le plus haut niveau d'évidence. Par exemple, un patient qui fait un infarctus, eh bien, il faut lui dilater l'artère pour que le sang passe dans son artère coronaire. C'est une recommandation 1A, le plus haut, sinon bah, il meurt. Ça paraît logique comme ça. Mais si on s'intéresse tout de suite à l'activité physique, eh bien, dans l'insuffisance cardiaque, c'est aussi une recommandation 1A. Donc ça veut dire que si les cardiologues en ville ne recommandent pas la rédaction cardiaque aux patients, ils font une erreur thérapeutique. C'est ça que ça veut dire. Alors tout le monde ne le fait pas parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt, mais dans les recommandations de 2021, c'est ce qu'il faut faire. Donc vous êtes un relais essentiel dans vos pratiques libérales pour tous ces patients qui sont loin d'un centre pour faire de l'activité physique. Et évidemment, après cet exposé, vous pourrez prendre en charge les patients sans problème. Le cœur. Un bref rappel qui paraît évident. Il y a 4 valves. On se rappelle.
On ne va pas les nommer parce qu'on risque d'avoir des blancs parce que tout le monde va pas me répondre, il y aura que Guillaume qui va répondre. Mais donc il y a 4 valves. Vous avez les oreillettes et les ventricules. Qu'est-ce qui peut se passer en termes de pathologie? C'est un problème sur les valves, un problème sur les artères coronaires et un problème de la fonction cardiaque, parce que la pompe fonctionne bien. Donc la pompe fonctionne bien, c'est de manière plus générale, mais finalement, ce sont que les 3 problèmes qu'on peut rencontrer chez un patient. Les artères coronaires, si le patient est un son cardiaque, en général, elles seront pas tout à fait en bon état, ou en tout cas revascularisées, ce sera en tout cas un point d'attention. Des artères coronaires qui fonctionnent moins bien, un signe clinique qui pourrait nous dire que le patient a des problèmes avec ses artères coronaires. Vous avez une idée? Pardon? Donc il y a l'angor, ça paraît simple, mais c'est évidemment, c'est quelqu'un une douleur constrictive, rétrosternale, hein, un poids sur le thorax, il y a un tram qui me passe dessus, ça c'est des signes d'angor. Pas j'ai une pointe là, hein, j'ai une petite pointe, ça me gêne là du côté du cœur. Ça en général c'est plutôt comment dire, musculaire, en général. Hein. Autre chose? Et la dyspnée. On y vient, on parlait des patients BPCO qui arrivent et qui est plus dyspnéique en arrivant à votre cabinet, et bien c'est pareil pour le cardiaque. Le cardiaque qui arrive à votre cabinet et vous voyez que dans la salle d'attente il est moins bien parce qu'il est plus essoufflé, eh bien c'est possiblement un problème d'artère coronaire. La fonction cardiaque, elle peut être altérée à la fois dans sa phase de remplissage, donc il n'y a pas suffisamment de sang qui rentre dans le ventricule, ça veut dire que le ventricule n'arrive pas à accueillir suffisamment de sang dans la phase de relaxation, et vous pouvez avoir un problème en termes de contraction, donc le ventricule n'arrive pas à contracter suffisamment fort pour éjecter suffisamment de sang. Le principe est le même, il n'y a pas assez de débit cardiaque pour perfuser les organes. C'est aussi simple que ça, si le débit cardiaque est diminué, peu importe pourquoi, eh bien le patient est insuffisant cardiaque. Donc, vous avez des problèmes sur les valves. Nous avons parlé d'infarctus, on a touché un mot sur les artères coronaires. On peut avoir une insuffisance ou une sténose valvulaire. Donc si vous avez une insuffisance, ça veut dire que la valve ne réalise pas sa fonction. Donc une insuffisance de la valve aortique, ça veut dire qu'à chaque fois que le sang est éjecté, dans la phase diastolique, au moment où elle doit être fermée, eh bien, elle ne se ferme pas correctement. Et donc il y a une partie du sang qui est éjectée, qui retourne dans le ventricule gauche. Donc finalement, le cœur, il pompe chaque fois du sang pour rien. Ça, c'est ce qu'on appellera une insuffisance valvulaire. Et puis il y a une sténose. Une sténose, elle ne s'ouvre pas suffisamment. Donc le cœur doit pomper plus pour éjecter suffisamment de sang. La sténose aortique, c'est possiblement une contre-indication à l'exercice physique. Vous connaissez les classes de limitation, 1, 2, 3 et 4. C'est extrêmement important de classifier vos patients au début de la prise en charge, parce que un patient qui a une pathologie cardiaque moyenne peut déjà être en phase 3, mais au moins vous savez qu'il est stabilisé à cette phase 3. Comme disait Guillaume, eh bien, évidemment, vous vous retrouvez avec des patients qui, en phase aiguë, eh bien, est-ce qu'ils sont plus ou moins graves par rapport à d'habitude? Les patients donc, peuvent avoir des pontages, qui soient donc, veineux ou artériels, donc l'artère mammaire qui est mise sur l'artère coronaire, ou alors des pontages qui sont veineux, on va greffer sur l'aorte et puis on va greffer sur l'artère coronaire droite. Évidemment, des pontages, le patient a une sternotomie, et suivant la date de prise en charge, vous allez plus ou moins faire des exercices avec la sternotomie. Pour ceux qui ont déjà fait de la cardio ou qui s'intéressent, à partir de quand est-ce qu'on fait des mobilisations avec les membres supérieurs après une sternotomie? 6 semaines. 6 semaines? Tout le monde? Et avant ça, on fait quoi? Avant 6 semaines, on fait rien? Une main dans les poches? Je parle membre sup, mais on peut travailler les jambes, mais membre sup. Donc à 6 semaines, effectivement, on considère que le sternum est consolidé, sauf si le patient est diabétique et donc a des défauts de consolidation. Mais avant ça, vous pouvez faire des mouvements symétriques. Et alors, ce qui est dit, c'est de monter à peu près à 90 degrés. 90, désolé. Je suis bête, vous l'aurez compris. Donc, l'important, quand on monte les bras ici, un patient qui est souple
il pourra aller un petit peu au-dessus de 90. Un patient qui est tout à fait raide des épaules, ben, il n'ira peut-être pas jusque-là, mais il peut faire des mouvements avec les bras en miroir. Donc pour attraper le perroquet dans son lit, c'est pas contre-indiqué. Hein. L'insuffisance cardiaque, je vous en avais touché un mot, parce qu'elle est vraiment, vraiment pas belle. Mais une insuffisance cardiaque, c'est chronique, et la fin, c'est le décès. Que ce soit bien clair, tous les patients vont décéder. Ils vont décéder de leur insuffisance cardiaque en général. Comment va se passer la progression de la maladie? Eh bien, par des décompensations, un peu comme la BPCO, avec des décompensations qui vont mener à une hospitalisation et puis une récupération qui ne sera jamais tout à fait optimale. Et le patient va évidemment avoir beaucoup de décompensation ou pas, ça, je ne dis pas que c'est pas de bol, mais en attendant, c'est effectivement quelque chose qu'on a du mal à prédire, pour savoir si le patient va décompenser rapidement. Votre rôle en libéral, le patient arrive de savoir où il est. Est-ce qu'il sort d'hospitalisation pour la xème fois et il n'arrive toujours pas à faire sa toilette? Ou est-ce qu'il vient à peine de sortir de l'hôpital et on vous l'a envoyé et il ne comprend pas trop pourquoi il vient chez vous? À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir identifier le patient et évidemment c'est sur base d'un questionnaire clinique basique pour connaître le patient. L'œdème pulmonaire aigu du poumon, ça vous dit quelque chose? Ouais? C'est grave ça? C'est simple hein, la cardio. Donc il faut qu'il fasse pipi. Probablement vrai. Mais est-ce que c'est grave? Un patient qui a un œdème pulmonaire aigu du poumon, est-ce que c'est quelque chose qui vous indique que le patient est mal en point? Donc il arrive chez vous. Les signes cliniques sont que le patient a des œdèmes, principalement au membre inférieur. C'est déjà un signe clinique. Qu'en plus de ça, au niveau de la dyspnée, il est plus encombré. Il peut avoir des toux, il peut cracher, en tout cas des sécrétions qui sont un peu mousseuses, c'est pas systématique. Est-ce que c'est quelque chose de classique dans la décompensation cardiaque ou pas? Donc c'était un signe de décompensation, donc un œdème aigu du poumon, il faut prendre en charge le patient rapidement. Il faut le prendre en charge rapidement au niveau du SAMU. Pourquoi? Pour lui donner du diurétique, pour qu'il fasse pipi et pour du coup diminuer le liquide au niveau sanguin. Si on diminue le liquide au niveau sanguin, eh bien on améliore la pompe cardiaque. Finalement, s'il y a trop de liquide, la pompe n'arrive plus à suivre et du coup vous avez de l'exfiltrat qui va se mettre dans les poumons. Donc un patient qui a de l'œdème, c'est pas anodin. On trouve pipi mais bien le popo finalement. C'est tout pareil. Donc, les signes cliniques d'un œdème pulmonaire aigu, quand même, quand vous serez en libéral, vous allez vous dire, ok, là j'ai un patient cardiaque, ça je peux tout de suite dire qu'il a un œdème aigu du poumon. J'en ai cité, hein. Œdème de membre inférieur, une dyspnée, une toux possible. Des sécrétions mousseuses. Donc tout et possiblement sécrétion mousseuse. Donc il y a une dyspnée et alors il y a de l'orthopnée. Vous savez ce que c'est l'orthopnée? C'est quoi l'orthopnée? C'est la dyspnée, non? C'est la dyspnée en position couchée. Et pourquoi c'est important la dyspnée en position couchée? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Physiologiquement parlant, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Il ne faut pas mettre les patients en position couchée quand ils arrivent dans le cabinet, sinon ils n'arriveront pas à respirer. Oui, il aura du mal à respirer. Et pourquoi tu veux coucher le patient? Enfin, si on veut. Tu veux faire un massage? Non, mais c'est ça. A priori, enfin, dans le cabinet, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on coucherait le patient, mais ok. Là, pourquoi est-ce que physiologiquement, l'orthopnée, ça a quelque chose de cardiaque? Guillaume a jamais parlé, il a dit si un patient désature au repos, c'est pas bon signe, alors qu'il ne désature pas habituellement. Moi je vous dis, si un patient dit qu'il n'arrive pas à dormir couché, donc il dort avec des coussins, qu'il dort au fauteuil, c'est ça les signes cliniques. Pourquoi est-ce que en cardiologie, c'est important?
Parce qu'au coucher, vous allez avoir une redistribution de votre liquide vasculaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finalement noyer, plus encore noyer le patient, parce que ce qu'il y avait comme liquide au niveau des membres intérieurs, ça va se redistribuer au niveau pulmonaire. Et donc, le patient aura un moins bon rapport ventilation-perfusion, du coup, sera plus dyspnéique. C'est important de poser la question. Comment vous dormez à vos patients? Ça, c'est des signes où le patient va tout de suite se dire « Mon kiné, il connaît ma maladie. Il connaît ma maladie parce qu'il m'a posé une question très pertinente. Je vais moins bien. Est-ce que vous dormez avec des coussins ?» Extrêmement pertinent. Le patient sait pourquoi vous venez chez lui. Enfin, il sait pourquoi il vient chez vous. Parce que c'est là que vous êtes pertinent dans sa pathologie. S'il y a un œdème aigu du poumon, c'est déjà clair, donc c'est les urgences, c'est le SAMU, il ne faut pas traîner. Si par contre c'est une dyspnée, la dyspnée c'est très large, et on l'a dit pour la BVCO, on dit pareil pour la cardio, il faut l'évaluer par rapport à la condition précédente, par rapport à la séance précédente, où en est le patient, c'est exactement la même chose. Ça n'a aucun intérêt de se poser la question de la dyspnée, c'est juste global. Est-ce que votre patient a des œdèmes périphériques? Donc ça, c'est bien de regarder, c'est bien de faire lever les pantalons au patient. Et est-ce que le patient a pris du poids? On est encore sur la même chose, c'est fou, hein, avec Guillaume, on s'est concerté. Hein. La prise de poids, c'est la prise de poids en aigu. Si un patient vous dit en 2 jours j'ai pris 3 kilos, on ne peut pas prendre 3 kilos en 2 jours, hein, même en allant au McDo. Peut-être à votre niveau vous y arriverez, hein, sans aller à sel. Pardon? Donc sans aller à sel. Mais ici, c'est si vous prenez 3 kilos chez un patient cardiaque, ça veut dire que le patient a trop de liquide. Ça veut dire que finalement il fait de la rétention hydrique. S'il fait de la rétention hydrique, a priori, de nouveau, la pompe cardiaque fonctionne moins bien. Un patient qui prend du poids et qui est dyspnéique, il faut se poser des questions. Le rôle du kiné, est-ce que le patient a bien pris ses diurétiques? De nouveau, est-ce qu'il a pris ses médicaments pour tout suivi? Passer un coup de fil au cardiologue, parce qu'un patient qui a des œdèmes périphériques mais qui ne se plaint pas de dyspnée, il ne faut pas l'envoyer aux urgences. Ce qu'il faut, c'est vérifier est-ce qu'il a bien pris ses médicaments et, à la limite, téléphoner au cardiologue pour que le cardiologue adapte la dose. Il n'y a pas besoin de passer de nouveau au cardiologue. Vous êtes un point de référence, il a des signes cliniques, vous passez par le cardiologue et le patient est pris en charge tout de suite. Donc, avoir un bon réseau. La prise des paramètres. J'ai demandé à Guillaume, est-ce qu'il faut avoir des scopes pour les bronchiolites? Il faut avoir des scopes en cardiologie quand on fait du libéral. Lui, il a dit non. Parce qu'ici, en cardiologie, il faut des scopes. Je vous pose la question, hein, c'est pour vous. Hein. Vous allez tous vous installer, investir, il y a plein de firmes, la table de massage qui monte bien, qui s'incline. Est-ce qu'il faut aussi investir 3 000 € dans un scope bien fait? Eh bien, je vais vous répondre comme Guillaume. Si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir, mais je ne conseillerais pas. C'est pareil en cardiologie. Les chiffres, donc là, un scope, il faut pouvoir les interpréter, il faut pouvoir être sûr que le scope est juste. Et donc pour ça, il n'y a quand même rien de mieux que les signes cliniques. Un patient, qu'est-ce que vous allez faire avec une fréquence cardiaque? Avec un électrocardiogramme? Est-ce que vous allez lire un électrocardiogramme? C'est pas sûr, donc vous l'aurez, vous allez inquiéter le patient, vous ne pourrez pas répondre au cardiologue, c'est pas l'idéal. Et en plus, à chaque séance, chaque fois bien prendre les paramètres, c'est toujours un peu compliqué. Donc, finalement, prise de paramètres assez simple, fréquence cardiaque au repos, une tension artérielle, ça c'est basique, mais il n'y a pas besoin d'un scope. On y vient sur l'électrocardiogramme. Tout le monde est à l'aise là-dessus? Non, mais non, vous n'êtes pas des experts, c'est pour ça qu'on est ici. Hein. Eh bien, vous ne le saurez pas plus aujourd'hui. C'est dommage, hein. En fait, c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que Guillaume m'a dit une chose qui m'a dérangé. Une chose. Il a dit quand une personne dans l'assemblée a dit qu'on pouvait prendre la fréquence cardiaque en prenant le pouls, il a dit que c'était compliqué. Et il a dit qu'il ne le conseillait pas. Eh ben moi, je pense que ça fait partie de votre job de savoir prendre un pouls à la main. À vous tester sur vous, à vous tester sur les patients qui sont au scope en réanimation ou dans n'importe quel secteur. Il y a un beau scope, là vous voyez bien, et vous pouvez prendre le pouls et vérifier que vous matchez bien avec tout ce qui est noté, parce que ça fait partie des signes cliniques. Si vous êtes capable de prendre un pouls, pour savoir si le patient a un rythme cardiaque qui est lent, en dessous de 50 battements par minute, ou rapide au-dessus de 100 battements par minute, vous pourrez déjà faire une analyse au niveau de vos paramètres.
C'est important de le savoir. Si le patient est en dessous de 50, il est en bradycardie, et ça peut être un signe de décompensation. Ça peut être un signe qu'il faudrait peut-être savoir ce qui se passe là. Surtout si d'habitude il est à 100. Si c'est un sportif. S'il est chez toi, il y a vraiment des sportifs. Ou s'il prend des bêta-bloquants. Donc de nouveau, on compare par rapport au patient la première fois. Et donc si le patient est sportif avec des bêta-bloquants et qu'il vient chez vous et qu'il a d'habitude 50, ben, évidemment c'est clair que la fois suivante s'il a 50, c'est normal. Est-ce que le pouls est rapide? Est-ce qu'il est très... Voilà, au-dessus de 100, c'est facile à prendre. Évidemment, est-ce que le patient est en activité physique ou au repos? Ça changera vos paramètres. L'idée de le prendre avant la séance, discrètement, hop, vous prenez le pouls du patient, ou surtout s'ils sont moins bien, hop, vous prenez les paramètres. Ils ne sont pas moins bien, il n'y a pas nécessairement besoin de prendre les paramètres, on perd du temps, et alors il a peur de bouger, parce que si on n'a pas vérifié que sa tension était bien à 12,8, alors il ne bouge pas. Donc vous êtes dans un cercle vicieux de chaque fois, si on n'a pas fait l'attention, il n'y a pas d'exercice, du coup vous perdez du temps. Le plus important, il est ici. C'est beaucoup trop petit, mais le rythme cardiaque est-il régulier ou irrégulier? Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir un scope, il n'y a pas besoin d'avoir un électrocardiogramme. Quand vous prenez le pouls, est-ce que ça bat régulièrement ou est-ce que ça bat de manière irrégulière? C'est tout bête, et de nouveau, je vous conseille pendant vos stages, encore si vous êtes encore en stage, de bien prendre le pouls quand les patients se monitorent, parce que ça vous permet d'apprendre entre ce qu'il y a à la télé et ce que vous sentez. Après, c'est tout compris. Si le pouls est irrégulier, ça sent pas bon. Hein? Donc, si le pouls est régulier toujours, bah, ça veut dire que le patient est comme ça, c'est pas grave. Si par contre il était régulier les autres fois et là il devient irrégulier, eh bien c'est un problème. Donc il faut savoir si c'était connu, si le pouls était irrégulier, est-ce que c'est connu ou inconnu? Il y a beaucoup de patients qui ont de la fibrillation auriculaire, donc le rythme cardiaque est irrégulier, c'est comme ça. Les patients prennent des anticoagulants et donc on n'a rien à faire, c'est irrégulier, c'est comme ça, il le sera toujours, et il ne faut pas s'inquiéter de ça. Un patient par contre qui a toujours un rythme cardiaque tout à fait normal, à 50 battements par minute, bien régulier, et qu'il arrive chez vous avec 120 complètement irrégulier, eh bien ça, c'est que le patient fait possiblement une décompensation cardiaque. Monsieur, vous Ouais. prenez la symétrie ou pas? Pardon? Est-ce que vous prenez la symétrie du pouls? Non. Moi, plus simple. Vraiment, ça pourrait être intéressant, mais alors on passe notre temps à tester, quoi. Après on prend au niveau plus vieux, on peut le faire, hein, mais... Donc est-ce qu'un ou une kiné doit-il être capable de prendre la tension artérielle au sein d'un cabinet libéral? Évidemment. Comment est-ce qu'on fait ça? Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on prend une tension artérielle? On appuie sur le bouton, on écoute que la machine travaille bien? On met le brassard en manuel, hein. Ouais, en manuel. On met le brassard de tension, le stéto sur l'artère aussi. On gonfle à fond le brassard jusqu'à ne plus rien entendre. On dessert petit à petit. Quand on entend le premier son, c'est la systole. On continue de descendre, et quand on n'entend plus rien, c'est le chiffre de diastole. Tout le monde est d'accord? Donc voilà, c'est tout simple, mais il faut savoir le faire, il faut s'entraîner à le faire, parce que prendre l'attention chez des gens en bonne santé qui ont des bonnes artères, c'est facile. Prendre l'attention chez un patient qui a 9,5, 6, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, hop, il faut pouvoir être capable de s'entraîner un petit peu avec les patients. De nouveau, on la compare par rapport à l'habitude. Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'on est au repos? Est-ce qu'on a un effort? C'est toujours la même systématique, mais c'est probablement un paramètre qui est aussi important. Donc la pression artérielle, est-ce qu'elle est la même? Est-ce qu'elle est modifiée par rapport aux valeurs habituelles? Est-ce que la clinique est suspecte? Ça, c'est ce que vous apprenez actuellement. Mais il y a 2 mois, j'ai un patient qui vient en revalidation, première fois qu'il vient. On discute, vous venez pour la revalidation, ça fait un mois que vous êtes sorti de l'hôpital. Oui, comment ça va? Ça va. Et le patient commence à suer. Bon, je sais que je suis impressionnant, mais quand même. Et le patient commence à suer, on n'a rien fait. Je dis, ça va? Ouais, non, je me sens un peu mal. Le patient n'avait pas de douleur thoracique, n'avait pas de signe, en tout cas, autre qu'une sudation et une tension qui était un petit peu majorée. Il était à 16, 10 de tension.
demande, je continue l'analyse, il dit monsieur, vous avez bien pris vos médicaments ce matin, ça c'est important de bien demander. Oui, oui, et donc vous prenez quoi comme médicaments? Et le type cite tous des médicaments, mais pas ceux qu'il faudrait prendre, notamment des anti-agrégants plaquettaires pour pas que le stent puisse se reboucher. Et donc le patient ne prenait pas ce médicament-là, et le patient c'est un infarct devant moi. Donc vraiment, il me le fait devant, il n'est pas mort. Hein. Il a remercié, il est revenu et tout ça, donc j'ai eu de la chance. Mais donc le patient qui cliniquement commence à suer, est moins bien, est dans une condition où on sent qu'il y a un truc qui cloche, hein, parce qu'on est quand même là pour ça, eh bien on aura toujours une attention pour poser les bonnes questions, les médicaments, et prendre les paramètres de manière simple. Donc la réadaptation, c'est très mal, c'est en rouge, on ne voit pas, mais il y a vraiment des grandes phases. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette phase-là, où on est entre le 30e jour et le 6e mois, et la récupération qui arrive. C'est-à-dire que tous les patients cardiaques devront faire de l'exercice physique jusqu'à la fin de leur vie, comme nous d'ailleurs, on va tous faire de l'exercice physique jusqu'à la fin de notre vie. Et il avait dit que le New England, c'était un bon journal. J'ai pris évidemment aussi une étude du New England, sortie l'année passée sur est-ce qu'il faut faire de l'activité physique chez les patients avec une insuffisance cardiaque qui sont âgés. C'est finalement ce que vous allez retrouver dans vos cabinets, enfin, entre autres. C'est des patients qui sont en perte d'autonomie, qui ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque et qui viennent se réentraîner en cabinet libéral. Alors là, évidemment, votre challenge, c'est qu'on vous les adresse, c'est le premier challenge, et puis ensuite, c'est de bien les entraîner. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont testé, ils ont mesuré, ils ont randomisé les patients. Un groupe qui se retrouvait dans la réadaptation physique globale. Je vous montrerai un peu comment est-ce qu'ils ont fait ça. Et un autre groupe où ils leur disaient qu'il fallait plus bouger et qu'il fallait continuer à bien prendre vos médicaments. Leur critère était: est-ce que les patients décèdent moins s'ils font de la kiné? C'est quand même un beau message. Ça, c'est le critère qu'ils voulaient. Et ici, c'était s'ils ne décédaient pas moins, leur deuxième critère, c'est est-ce qu'ils ne sont pas plus réhospitalisés s'ils ne font pas de kiné? Alors, pour couper tout de suite, ils n'ont pas vu que la mortalité était diminuée dans le groupe qui faisait de la kiné. Ils n'ont pas vu que les patients qui faisaient de la kiné avaient un taux d'hospitalisation qui était moins important. Voilà, ils ne l'ont pas vu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a d'autres critères qui sont importants. Donc ici, c'est sur les critères des patients. Ils avaient fait de la kiné, je vous réexplique tout de suite comment ils avaient fait ça. Donc, ils mettaient des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et suivant là où le patient se trouvait en termes de niveau, il avait un exercice qui était en lien avec son niveau de capacité physique. Donc, en gros, à niveau 4, il était pratiquement autonome. Niveau 1, il fallait l'aider pour ça. En gros, ça me fait rire parce qu'ils le mettent dans les articles, c'est pas dans les vidéos, mais ils le mettent dans les articles, ils montrent comment est-ce qu'ils vont progresser un lever de chaise dans l'apprentissage. Et donc ils expliquent quand même que si vous voulez entraîner le patient, vous lui demandez de mettre ses bras devant, ça va l'aider au moment du lever de chaise. Et si vous voulez compliquer la tâche, vous lui demandez de mettre les bras croisés. C'était comme ça qu'ils avaient évalué la progression. Donc le patient au début pouvait mettre ses mains devant, ensuite il devait mettre ses mains sur les épaules. Et ça, c'est un graphique qui nous dit comment les séances se sont passées. Et donc plus il y a du noir, plus il y a du brun, plus il y a du gris, au plus les patients ne sont plus là. Donc, il y a quand même 40% des patients qu'on perd à la 36e session parce qu'il y a une perte de follow-up ou parce qu'ils sont décédés. C'est ce qui arrive dans des gens, avec des patients qui sont si âgés. Et ici, en fonction des couleurs, c'est le niveau d'activité physique des gens. Et donc dès qu'ils sont dans le violet, eh bien, c'est que les patients ont un niveau d'activité physique au plus haut niveau, quoi, le niveau 4. On voit qu'il y en a très peu qui le sont à la première séance. Et au fur et à mesure du temps, sur la force, la plupart des patients retrouvent un niveau de force. Donc, ici, on est où en fait ils sont morts, ou ils ont un niveau de force normal. Pour faire c'est ça, en tout cas chez les patients qui ont fait de la kiné. Donc, finalement, ce qu'ils ont montré chez les patients, c'est qu'à 3 mois, les scores d'autonomie étaient meilleurs pour le groupe qui avait fait de la kiné versus le groupe qui n'avait pas fait de la kiné. Donc ça, c'est un message, je pense, le plus important à retenir, c'est que peu importe les patients cardiaques que vous avez dans votre cabinet, ils ont un bénéficiaire de la kiné.
ils ont un bénéfice à bouger, ils ont un bénéfice à se réentraîner. Il faut qu'ils acceptent de le faire, mais en tout cas, il y a des raisons de le faire. Il ne faut pas laisser ces patients-là, comme il sait marcher un peu dans la rue, eh bien, il n'a plus besoin de kiné. S'il y a possibilité de lui mettre des séances de kiné et qu'il veut, eh bien, il y aura toujours un bénéfice. Les recommandations actuelles mettent toujours les soins d'insuffisance cardiaque en lien avec l'activité physique et en lien avec des référents qui seront plus locaux, et notamment, je pense, les cabinets de kiné, pour que les patients puissent être pris en charge. Et ça va être, j'espère, votre challenge dans les prochains mois, c'est quand vous ouvrez votre cabinet, c'est d'avoir un réseau. Avoir un réseau d'ortho pour faire des genoux et d'avoir un réseau de cardio pour faire des patients, peut-être un peu plus papis, qui ont besoin de se réentraîner parce que c'est important pour eux et pour être dans ce schéma de soins et notamment pour surveiller s'ils font bien pipi ou caca. C'est ce que Guillaume nous a bien expliqué. L'important donc c'est de connaître la pathologie de votre patient. Est-ce qu'il y a des signes de décompensation s'il se sent moins bien? Comment est-ce qu'on peut les mesurer? Comment est-ce qu'on peut les évaluer? Maintenir l'autonomie, c'est votre challenge, c'est en tout cas notre challenge évidemment à tous en kiné. Si on n'est pas capable de faire retrouver l'autonomie, je ne sais pas trop ce qu'on fait en kiné. Et la kiné en libéral, c'est assez clair que maintenant c'est un point super important. Et donc, je vais parler en deux mots sur les conflits d'intérêts que j'ai par rapport à tout ce qui est télémédecine, parce que j'ai fait de la consultance pour la télémédecine. La télémédecine ne remplacera pas un kiné en libéral. On essaye de nous faire croire qu'avec une application, les patients vont bouger plus, c'est ce qu'on va vendre aux industries, mais un patient qui va chez un kiné qui bouge et un kiné qui peut évaluer s'il progresse ou s'il ne progresse pas, ça vaut beaucoup plus qu'une application qui dit si le patient a bien fait ses X pas et que sa tension artérielle est bonne. Donc n'oubliez pas ça, vous avez un vrai apport en plus et il ne faut surtout pas réduire la kiné à une application à distance.